Bonjour, je m'appelle Dan Kaminski et dans le cadre de votre formation de génépiste, j'ai été chargé de vous faire une petite conférence sur le thème pénalité et rationalité pénale. Alors Dan Kaminski, ben, je suis membre du Génépi d'une part, d'autre part, de façon sans doute principale, professeur de criminologie à l'Université catholique de Louvain. Euh, Ma conférence porte le titre Pénalité et rationalité pénale. Juste un petit éclairage rapide sur ces deux mots. J'appelle pénalité l'ensemble des ressources qui constituent le dispositif pénal, parmi lequel la prison est évidemment un attracteur important. Et j'appelle, avec Alvaro Pires, rationalité pénale les éléments rationnels, cognitifs et discursifs qui légitiment et forment l'espèce d'évidence incontestable, la puissance en quelque sorte, de ce qu'on appelle la pénalité. Et donc, la conférence que je vous propose tentera de révéler les composantes fortes et pourtant imaginaires, contestables, de notre façon de créer et de penser tant le crime que la peine. C'est à mon sens par la connaissance de ces composantes fortes qu'il serait possible un jour d'échapper aux constructions qui donnent notamment à la prison son caractère apparemment irrémédiable, quelle que soit la façon dont on pense la prison, parce que on peut la penser comme un mal nécessaire, on peut la penser comme l'ultima ratio, ou même comme le résultat d'un progrès humaniste, comme je vous le ferai entendre tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, son caractère irrémédiable est souvent en filigrane des façons dont nous parlons de la prison. Et j'espère que cette conférence vous donnera des éléments, bien qu'ils ne portent pas spécifiquement sur la prison, qui permettent effectivement de construire un ébranlement de ce caractère apparemment irrémédiable, incontestable de l'usage de la prison. Voilà, je vous invite sur la dia suivante. Alors, quatre temps à cet exposé, sachant que le quatrième ne fera pas l'objet de développement oraux, si je puis dire, dans cette conférence enregistrée. Donc tout d'abord, le crime. Il faut bien commencer par là, puisque c'est le nom d'une chose euh, dont le destin est d'être puni. Donc je vais commencer par traiter cette question. Puis je nous parlerai de la pulsion punitive en la développant de façon un peu intuitive sur base de trois illustrations qui vont témoigner en quelque sorte de l'absurdité d'une part et de l'énormité d'autre part des effets de cette pulsion punitive. Et troisièmement, j'essaierai de montrer comment, d'une certaine façon, cette pulsion a été historiquement rationalisée par l'autonomisation du droit pénal d'une part, mais par la création d'autre part également d'une rationalité qui permettait en quelque sorte de soutenir, de justifier, de boulonner complètement euh, la transformation de cette pulsion punitive en rationalité apparemment évidente, élémentaire. Le quatrième temps, consacré au débordement possible et aux inflexions historiques de la rationalité pénale moderne, seront illustrés. Je laisse les illustrations qui figurent dans la projection, même si je ne développerai pas ça oralement. Ceci dit, si à l'occasion de la rencontre qui aura lieu sous forme de questions-réponses, vous avez des questions à ce sujet, elles seront éventuellement les bienvenues. Merci. Commençons donc par le crime. Je vous propose que nous lisions ensemble cet extrait d'un petit roman d'Emmanuel Beauvais intitulé Le pressentiment. Il réfléchit longuement à ce qui venait d'arriver.
ce qui le frappait le plus, c'était cette sauvagerie qui émanait non seulement de celui qu'on avait arrêté, mais de la victime, des agents, des voisins, du commissaire de police. Ce crime en avait permis cent autres. Personne n'avait plus pensé à cacher ses pensées les plus laides. Il revoyait sans cesse le regard d'un locataire qu'il avait surpris en arrivant dans la cour, regard où brillait la joie d'assister à un drame sans en être un des acteurs. Fin de la citation. Il s'agit évidemment, même si on ne le comprend pas tout à fait, euh, des réflexions du héros de ce roman qui arrive sur les lieux d'un endroit où quelqu'un a assommé quelqu'un d'autre, le blessant sans doute assez gravement. Et voilà ce qu'il observe. Donc plutôt que d'être tétanisé par l'acte malveillant et ses conséquences, il observe en quelque sorte les conséquences morales que le crime produit sur les personnes qui se sont retrouvées avec lui sur ces lieux. Alors, si je vous présente cet extrait, c'est essentiellement pour nous poser la question avant tout de savoir comment se fait-il qu'une chose devienne un crime. Je pars de l'idée en effet que le crime n'a pas de nature. Les personnes qui sont directement concernées par la chose qui sera ensuite nommée crime suivent en fait un régime de croyance qui convertit une expérience en énigme à élucider. Les personnes qui sont directement concernées se posent évidemment la question, presque naturellement, qui est responsable de la chose? Pourquoi moi? Que s'est-il passé? Tout commence en fait dans l'interprétation de la chose. Décider d'appeler quelque chose un crime suppose donc un processus de conversion de la chose étant, pour ceux qui vivent le crime, évidemment une expérience, mais une expérience énigmatique. Et donc, un processus de conversion consiste évidemment à transformer une chose molle, indéfinie, énigmatique, en un objet qui, par sa nomination, en quelque sorte, élucidera cette expérience troublante, traumatisante, qu'est la chose qu'on finira par nommer crime. Alors, trois processus interviennent, trois processus mentaux, si vous voulez, interviennent dans cette conversion. Tout d'abord, l'intellectualisation. Il s'agit de chercher à transformer une sensation. Cette sensation peut être une douleur, une émotion, la peur ou la colère, par exemple. Mais en tout cas, il s'agit de transformer cette sensation produite par la chose en un récit intelligible. Donc, premier effet de l'intellectualisation, c'est effectivement de transformer une expérience douloureuse en un récit. Vient ensuite un deuxième temps. Alors, quand je dis ensuite, ce sont des temps logiques plus que des temps inscrits sur une ligne temporelle. C'est la dévalorisation. C'est-à-dire, il s'agit de dévaloriser la chose ou ses protagonistes. La narration, l'intellectualisation que l'on fait de la chose va prendre des couleurs normatives et s'accompagner de métaphores, de figures de style qui vont prendre une couleur morale, si vous voulez, qui vont fondamentalement renvoyer et la chose et ses protagonistes à une évaluation qui sera d'abord morale, peut-être sociale, peut-être légale et peut-être aussi renvoyée au destin d'une certaine façon. Le troisième temps, la justification, c'est une sorte d'ajustement qui est fait à partir des deux premiers processus, intellectualisation et dévalorisation, un ajustement qui va en fait dépouiller toute la richesse de l'expérience en telle manière que va en être extraite une identification. C'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a commis cette chose et il l'a commis intentionnellement, il l'a fait exprès en quelque sorte. Donc la justification donne du crédit à la
la chose en lui affectant une qualification. Par exemple, si je dis c'est lui qui l'a fait et il l'a fait exprès, nous sommes tout à fait près de la définition d'un crime. Un crime a besoin d'un auteur et le plus souvent, il a besoin d'une intention spécifique, c'est-à-dire que cet auteur doit avoir, d'une façon ou d'une autre, voulu être l'auteur de cette chose. Alors, cette dernière qualification de crime justifie l'existence de la chose pour la faire entrer dans un espace de traitement spécifique dans lequel sera définitivement et illusoirement réglé le sort des interprétations divergentes ou des interprétations éventuellement conflictuelles entre elles. Si je dis par exemple, ceci, cette chose qui vient de se passer, cette expérience douloureuse, est une situation problématique, eh bien, je n'ai pas besoin d'un auteur, mais j'ai besoin de décrire phénoménologiquement les interactions qui se sont déroulées et qui ont produit la douleur, la souffrance, les émotions qui m'ont déterminé à commencer à raconter cette chose, à tenter d'élucider cette énigme. Mais bien sûr, le crime, le non-crime, trouve une place particulière dans la concurrence des interprétations possibles. Ainsi, le crime que vous voyez, j'indique entre guillemets, présente des spécificités. Si je l'indique entre guillemets, c'est simplement pour dire que c'est le nom donné à la chose, ça n'est pas une nature d'une chose particulière, c'est le choix, au terme des processus mentaux dont je viens de vous parler, c'est le choix de nommer cette chose comme crime. Alors, cette nomination trouve évidemment une place particulière, comme je l'ai dit, dans la concurrence des interprétations possibles. Première spécificité du crime, c'est que le crime suppose le recours à un répertoire légal de définition, d'une part, et à une administration, d'autre part, dont la raison sociale est de valider ou d'invalider cette interprétation légale de ce qui s'est passé. Deuxièmement, le crime procède de la sorte, et sans garantie d'ailleurs, de faire condamner celui qui sera perçu comme son auteur. Ce qu'on appelle l'administration de la justice pénale est donc une ressource publique que l'intellectualisation, la dévalorisation et la justification comme crime d'une chose qui a posé problème met en activité au profit d'un objectif que Niels Christie, on reviendra sur cette théorisation, a nommé la délivrance intentionnelle de la douleur, délivrance qui sera adressée à celui qui sera condamné pour avoir été identifié comme auteur responsable de la chose. La troisième particularité du crime tient au fait que l'intervention de l'administration de la justice pénale se fonde tout d'abord sur une tautologie, puis se présente elle-même comme impérative et exclusive. Alors, la tautologie, c'est tout simple, c'est l'effet de naturalisation du mot crime. Eh bien, un crime est un crime. Dès lors qu'une chose est nommée comme crime en référence à ce répertoire légal dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, dès lors qu'une chose est nommée comme crime, elle est un crime, il n'y a pas besoin en quelque sorte de réfléchir plus loin, en quelque sorte, le nom même du crime vient se coller à la chose de façon tautologique. Et, à ce titre, à partir du moment où la tautologie est produite, eh bien, l'impérativité apparaît, c'est-à-dire le crime doit, en quelque sorte, faire l'objet de l'intervention pénale. C'est ça le sens de l'impérativité. Il n'y a pas d'autre chose que l'on puisse faire devant un crime que de recourir à l'intervention pénale. Et troisièmement, exclusivité. Lorsque on a produit l'effet tautologique du crime et que l'on a respecté le principe d'impérativité de l'intervention pénale, intervient un troisième principe, c'est l'exclusivité. Le crime ne peut être qu'un crime. C'est-à-dire que
l'effet tautologique et l'effet de l'impérativité produisent un troisième effet qui est l'exclusivité. Toutes les autres formes d'interprétation, toutes les formes de réaction alternative au crime sont éliminées, laissant en quelque sorte le répertoire légal et le système pénal aux commandes de la seule interprétation qui puisse résister au terme de ce processus. Alors il pourrait sembler curieux que je continue mon propos par l'idée de pulsion punitive, qui est un pseudo-concept que j'ai inventé à partir de la pulsion criminelle. Le crime apparaît souvent dans des explications psychologiques comme l'effectuation, si je puis dire, d'une pulsion violente, par exemple. Je me suis souvent dit que punir est aussi, en quelque sorte, l'effectuation d'une pulsion et qu'il y a peut-être peu de différence entre la pulsion punitive, c'est-à-dire cette réaction apparemment naturelle face à l'auteur d'une infraction, qu'il y a peu de différence donc entre cette pulsion-là, réactive apparemment, euh, par rapport à la pulsion que l'on impute en général aux criminels. Et donc, cette idée de pulsion punitive tente de montrer, si je puis dire, l'effet de miroir et peut-être l'indifférenciation sur un grand nombre de plans euh, entre ce qui nous pousse à punir et ce qui nous pousse à commettre une infraction. Je ne vais pas développer ça de façon théorique, je voudrais juste évoquer trois illustrations qui révèlent, même si c'est sur un mode anecdotique ou comique, en tout cas pour les deux premières illustrations, qui révèlent une pulsionalité à l'œuvre, en quelque sorte, dans la punition de crimes. Mais comme on le verra au troisième temps de cette conférence, cette pulsionalité est bien sûr rationnellement encadrée. Ceci dit, ce n'est pas propre à la pulsion punitive. La pulsion criminelle est aussi rationnellement encadrée. C'est-à-dire le criminel dispose de quantités de répertoires permettant de rationaliser son passage à l'acte, qu'il le regrette ou non, peu importe. Alors, la pulsionalité est souvent relevée par la répétition compulsive. Elle serait irrésistible en quelque sorte des mêmes comportements et aussi par l'accélération problématique, l'amplification, l'exacerbation de ces manifestations. C'est ce qu'on appelle, lorsqu'il s'agit du criminel, de l'aggravation de ses comportements ou ce qu'on appelle aussi la récidive. Il me semble que l'aggravation des comportements et la récidive est aussi, en quelque sorte, constitue aussi en quelque sorte des traits de la pulsion que j'appelle donc ici pénitive. Nous allons passer tout de suite aux illustrations. Première illustration, un échoui pour un pigeon, Jeddah. C'est le titre d'une dépêche d'agence de presse dont voici le texte. Un juge saoudien s'est condamné lui-même après avoir écrasé un pigeon au volant de sa voiture à la Mecque, selon le quotidien Arab News. Dans la ville sainte, il est interdit de tuer des animaux et le juge, se sentant coupable, a introduit une plainte contre lui-même. Au cours du procès, le juge a rempli les fonctions de magistrat, d'accusé, de plaignant et de témoin de ses propres actes. Il s'est imposé pour punition de sacrifier un mouton et de le partager avec des pauvres. On peut imaginer la suite de l'histoire. Le juge sacrifie un mouton, mais dans la ville sainte, il était interdit de tuer des animaux, et le juge, se sentant coupable, a introduit une plainte contre lui-même, au cours du procès, etc., etc. Vous voyez bien déjà dans la façon dont je poursuis l'histoire que je considère comme identique l'idée d'avoir écrasé un pigeon au volant de sa voiture et d'avoir sacrifié un mouton. Le premier acte est un crime, le deuxième est un sacrifice. Autrement dit,
les deux gestes qui sont, si je puis dire, phénoménologiquement tout à fait comparables, même si un pigeon et un mouton sont évidemment différents, mais les deux gestes à l'égard du pigeon et du mouton sont comparables. Mais le répertoire d'intellectualisation, de valorisation et de justification des actes est différent. En quelque sorte, il est interdit de tuer les animaux et donc l'écrasage du pigeon est un crime, tandis que le sacrifice du mouton renvoie non pas à un répertoire légal, mais à un répertoire religieux qui légitime la mort du mouton. Donc, si on fait abstraction de ces manières différentes de qualifier les deux gestes de cette même personne, on peut dire que le juge se condamne à la récidive. En tout cas, il y a deux manières de tuer les animaux, la manière interdite et la manière légitime. Ce qui est étonnant, c'est que des criminologues du début et du milieu du XXe siècle, Banger au début du XXe et Étienne de Greef au milieu, ont évoqué chacun dans leur registre, l'un socio-économique et l'autre clinique, l'homologie tout à fait fondamentale de la répression et du crime, c'est-à-dire de ces deux choses qu'on nomme la répression, considérée comme légitime, et du crime considéré comme illégitime. En quelque sorte, il y a une motion identique, ce que j'ai appelé pulsion ici, une motion ou une pulsion identique qui traverse ces deux opérations, la répression et le crime. Mais bien sûr, un des deux gestes est justifié alors que l'autre est délégitimé. La deuxième illustration est tirée de la bande dessinée Les idées noires de Franquin. Hormis le jeu de mots initial, je vous propose d'observer cette bande dessinée. Vous avez un juge qui, devant un condamné, dit « La loi est formelle, toute personne qui en tuera volontairement une autre aura la tête tranchée, que le bourreau fasse son office. » Et nous voyons le bourreau faire son office, le bourreau lui-même étant soudain interpellé, et on rappelle dans la dernière case de la bande dessinée, désolé, mais la loi est formelle, toute personne qui en tuera volontairement une autre, et vous voyez la succession infinie de la logique formelle de cette loi. Alors, dans cette planche de BD, une première observation, c'est que le juge qui condamne, lui, visiblement, ne se retrouve pas inquiété. C'est le bourreau lui-même qui est inquiété alors qu'il exécute l'ordre du juge. Et la deuxième observation, comme je l'ai faite à propos du juge de Jeddah tout à l'heure, c'est que cette analogie que Franquin nous montre de façon féroce entre la mort volontaire infligée par le criminel et la mort volontaire infligée par le bourreau, donc cette analogie a fait l'objet évidemment de distinctions très très importantes. Et Kant, par exemple, Emmanuel Kant, s'est sorti de cette analogie par une rhétorique particulière. Il distinguait le mal de faute et le mal de peine. En allemand, Böse et Übel. C'est la distinction qui, en anglais d'ailleurs, se fait aussi entre evil et bad. Le mal de faute est comment dire, un mal qui témoigne d'une intentionnalité méchante. Et donc, c'est le mal du criminel. Le mal de peine est en quelque sorte un mal passif sans intentionnalité méchante. Exécuter un meurtrier, ce qui est d'ailleurs absolument nécessaire pour Kant, n'a donc pas, grâce à ce tour de passe-passe rhétorique, n'est pas du tout de la même nature que l'acte du meurtrier qui est ainsi éliminé. Alors la troisième illustration est artistique et je vous propose de ne pas la commenter pour le moment. Observez-la, elle dure 10 minutes. C'est un peu long, mais c'est passionnant.
Paul Rucker est un artiste qui, dans Proliferation, vous montre en fait un continent noir qui s'éclaire en 10 minutes d'une myriade de points lumineux et fait apparaître rapidement le continent américain. Chaque point lumineux correspond en fait à la construction d'une nouvelle prison aux États-Unis entre 1778 et 2005. Donc 230 ans de construction de prison sont ainsi ramassés en 10 minutes. Alors, le petit film commence par l'apparition de points verts, qui correspond aux 122 premières années de la période, autrement dit entre 1778 et 1900. Puis apparaissent les points jaunes de 1901 à 1940, autrement dit une période de 40 ans est couverte par cette illumination jaune du continent américain. Les points oranges apparaissent ensuite, qui correspondent à l'ouverture, à la création ou la construction de prisons entre 1941 et 1980, 40 ans également. Enfin, les points rouges correspondent à la période de construction de 1981 à 2005, soit 25 ans. Alors, ce qui est très très significatif dans cette construction artistique de l'empire carcéral américain, c'est que le temps de ce petit film n'est pas proportionnel. C'est la pulsation de chaque nouveau point qui détermine la durée de cette œuvre. Et pour le dire très simplement, au bout de 4 minutes 20, sur un film qui dure 10 minutes, nous sommes déjà en 1981. Donc ce qui veut dire qu'entre 1981 et 2005, plus de prisons ont été construites aux États-Unis que dans les 202 années qui précèdent. Autre élément factuel pour vous rendre compte d'une autre manière de la puissance carcérale des États-Unis, en 1900 aux États-Unis, il y avait 57 000 détenus, alors qu'en 2005, il y en avait 1 400 000. Je voudrais ajouter, et vous le voyez à travers les quelques images qui figurent à droite de la dia, j'évoquais le continent noir au démarrage du film Proliferation, mais Paul Rucker est aussi un artiste afro-américain qui, dans d'autres œuvres, veut faire miroiter les rapports entre l'emprisonnement des gens de couleur et l'esclavage, comme le fait Angela Davis, par exemple. Il s'est amusé, par exemple, vous le voyez sur la deuxième image, à faire des déguisements Ku Klux Klan originaux et colorés pour se moquer évidemment de cette société très particulière. Pour vous présenter troisième et dernier temps commenté de cette conférence, qui sera le plus long, je ne sais pas si ça va vous rassurer ou vous ennuyer, c'est de vous présenter au fond la rationalité pénale, autrement dit, comment s'est construit historiquement et rationnellement un dispositif cognitif de justification, au fond, de la pénalité, c'est-à-dire fondamentalement de l'infliction intentionnelle de la douleur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ce point sera traité en deux temps. Tout d'abord, comment a-t-on fait pour évacuer la douleur et pour décider très rationnellement d'en faire pour autant la livraison, dès lors bien sûr que nous étions face à un crime et que c'est le dispositif pénal qui était chargé de façon tautologique, impérative et exclusive de traiter le crime. Et puis dans un deuxième temps, comment l'infliction intentionnelle de la douleur, terme de Niels Christie, a-t-elle été rationalisée, construite en telle manière qu'elle nous apparaît aujourd'hui comme une évidence incontestable, inébranlable. Niels Christie a publié en 1980 un petit livre extrêmement facile à lire qui s'appelle Limits to Pain et qui est consacré au fond à l'action pénale, en ceci qu'elle produit
une évacuation de la douleur que le système pénal inflige, et donc en un système de livraison, en quelque sorte, d'une douleur intentionnelle. J'ai eu l'honneur de traduire ce livre que j'ai traduit sous le titre Au bout de nos peines, titre qui n'était pas facile à trouver compte tenu du titre initial, qui présentait un jeu de mots particulier, parce que limit to pain, c'est limite à la douleur, la peine au sens de douleur. Et bien sûr, pour quelqu'un de francophone, le mot pain, bien qu'il ne signifie pas peine au sens pénal du terme, résonne justement ou fait résonner l'ambiguïté du sens du mot peine en français, puisque la peine, c'est effectivement la souffrance que nous pouvons avoir, nous avons de la peine, hein, mais c'est aussi la souffrance que nous pouvons délivrer à travers ce qu'on appelle peine ou punition. Alors, je vais simplement vous lire un extrait du livre de Niels Christie, du début de son livre. Les gens qui souffrent ne censurent pas l'expression de leur malheur. La société, par contre, procède à cette censure, assistée par les entrepreneurs de pompes funèbres. Geoffrey Gorer, en 1965, a fait remarquer que dans nos sociétés, un tabou puissant pèse sur la manifestation d'une tristesse ou d'une douleur violente. La souffrance doit s'exprimer sous une forme contrôlée et ne pas durer. Ce tabou vaut pour les personnes les plus proches de la mort et de la souffrance et s'applique a fortiori à celles qui n'en sont pas si proches. Au travers du langage et du cérémonial, la douleur s'est volatilisée, disparaissant de la scène publique. Il en va de même pour les douleurs pénalement infligées. Au temps du fouet, de l'ablation des membres ou de la peine de mort, la souffrance était plus manifeste, sauf pour les pervers qui amènent par ruse les autorités à les exécuter, s'épargnant ainsi la plus grande culpabilité de commettre le suicide. Les lourdes chaînes symbolisaient la dégradation. L'image de la douleur et de la souffrance était nette. Aujourd'hui, certaines prisons ressemblent à des hôtels modernes, d'autres à des pensionnats. Nourriture décente, travail, éducation, hommes et femmes enfermés dans les mêmes ailes du scandaleux royaume de Danemark, visite conjugale en Suède, tout cela donne l'image de vacances aux frais du contribuable. Mais aujourd'hui, nos peines sont en quelque sorte cachées, discrètes, droit de l'homme à l'appui d'ailleurs. Dans le même esprit, continue Niels Christie, la douleur et la souffrance se sont quasiment évaporées, même dans les manuels de droit pénal. La plupart des textes des pénalistes font bien comprendre que la punition rend le mal pour le mal. Les ouvrages modernes ne vont guère plus loin. En comparaison avec l'extraordinaire richesse de détails et de distinctions subtiles que fournissent ces manuels, la réserve affichée par les auteurs contemporains est remarquable lorsqu'il s'agit d'aborder la description des phénomènes centraux que sont les peines, leurs blessures, leurs marques, la souffrance et la douleur, autant d'éléments complètement absents des textes. Ce silence ne relève pas de la mégarde. On peut s'en rendre compte en provoquant ces spécialistes du droit criminel sur la stérilité des informations qu'ils fournissent sur le noyau de leur objet et en leur indiquant qu'ils devraient être un peu plus concrets dans leur rédaction. Le mot pénal est étroitement relié à la douleur. Ce droit devrait d'ailleurs fondamentalement s'appeler droit du mal. Je l'ai fait, je sais de quoi je parle. Les professeurs de droit pénal n'aiment pas du tout être désignés sous le nom de professeurs de droit du mal. Les juges n'aiment pas condamner les gens au mal. Ils préfèrent les condamner à des mesures diverses. Les institutions chargées de l'exécution de la peine n'aiment pas être considérées ou se considérer comme des institutions d'infliction du mal. Pourtant, une telle terminologie contribuerait solidement à la diffusion d'un message très précis. La pénalité administrée par le système de justice pénale consiste en l'infliction consciente d'une douleur. Ceux qui sont punis sont supposés souffrir. S'ils jouissaient d'une manière ou d'une autre de la punition,
nous changerions de méthode. Niels Christie continue. Dans ce livre, j'utiliserai souvent l'expression livraison de douleur, pain delivery. J'ai cependant dû faire un effort considérable pour la conserver. Mon conseiller en subtilité de la langue anglaise, attentionné et hautement qualifié, m'a fait savoir que cette expression n'existait pas. La livraison de douleur, cette expression fait penser à la livraison du lait. Atroce. Eh bien, mon argument est exactement opposé. Si mon expression fait penser à la livraison du lait, c'est parfait. Cette association saisit exactement ce que je veux communiquer. Si le concept de livraison de peine n'est pas authentifié dans la langue d'Oxford, il devrait l'être à l'avenir. La livraison de la douleur est le concept désignant aujourd'hui une opération tranquille, experte et hygiénique. Dans la perspective de ceux qui procurent ce service, le drame, la tragédie et les souffrances intenses ne figurent pas au premier plan. La distribution de peine entre en dissonance avec quelques-uns de ses plus grands idéaux, mais elle peut être exercée en toute innocence dans un état de somnambulisme, hors de tout conflit de valeurs. Les douleurs pénales sont livrées à leur destinataire à travers le choix des mots, les routines, la division du travail et la répétition des opérations. Toute l'opération ressemble dorénavant à la livraison d'une marchandise. Fin de citation. Cette disparition, cette évacuation de la douleur, à la fois dans les phénomènes de souffrance des victimes d'une part et d'autre part dans les manuels de droit pénal pris en exemple, et puis dans la routinisation de l'activité du système pénal dont Niels Christie nous a fait la critique en quelque sorte, en évoquant sa livraison d'une marchandise, eh bien, ce processus-là d'évacuation suppose un travail, j'allais dire, cognitif sur les consciences individuelles et collectives, qui ressemble à une naturalisation, en quelque sorte, de ce phénomène d'évacuation. Et cette naturalisation passe par la nécessité de justifier rationnellement l'infliction de la douleur. Ces justifications sont assurées essentiellement par ce qu'on appelle les théories de la peine, mais avant d'examiner les théories de la peine, il faut réussir une première opération qui est l'autonomisation du droit pénal par rapport à l'ensemble du droit. C'est une opération historique, donc qui s'est produite à un certain moment dans l'histoire du droit, en tout cas en Europe. Le droit criminel moderne s'est construit comme un sous-système du droit qui se différencie des autres sous-systèmes juridiques, qu'ils soient civils, commerciaux, administratifs. Et on peut qualifier en quelque sorte cette autonomisation par le fait que le droit pénal se caractérise par des sanctions spécifiques. Donc, la peine est une sanction spécifique qui n'appartient en quelque sorte qu'au droit pénal, alors que dans les autres sous-systèmes du droit, il existe bien sûr des sanctions, mais qui ne sont pas des peines. Avant d'examiner bien sûr ces théories des peines, il faut rendre compte, et je propose de le faire avec Thierry Lévy dans son livre Le désir de punir, rendre compte donc de cette autonomisation sur le plan historique. Nous avons historiquement légalement attribué à la volonté, qui est la condition de la conception moderne de la liberté, une conséquence juridique qui s'appelle la responsabilité. Et cette responsabilité, bien sûr, est évacuable dans certains cas, lorsqu'on conclut à l'irresponsabilité. En fait, l'attribut à la volonté d'une conséquence juridique qu'on appelle responsabilité, c'est un dispositif qui sert historiquement les intérêts économiques de la bourgeoisie. La bourgeoisie a exigé, à l'époque dite moderne, pour l'introduction du libéralisme, c'est-à-dire
la disparition des différences sociales dans la régulation des affaires, a exigé à cette époque l'introduction juridique de la liberté ou de la volonté inscrite dans l'individu. Eh bien, le droit moderne est l'héritier fictionnel de cette plus petite part de liberté que nous aurions choisi de perdre pour vivre en paix, pour contracter en paix, pour faire des affaires en paix. Et de là vient un article du Code civil bien connu, c'est l'article 1782 du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cette formule très générale comprend deux aspects tout à fait progressistes à l'époque des révolutions et de la création des codes modernes. Premier aspect progressiste, elle individualise la faute et coupe donc de façon linéaire dans le cercle des interactions le moment de production d'une faute, et ceci dit dans l'esprit libéral, indépendamment du statut des protagonistes, qu'on soit noble, roturier ou homme d'église, peu importe. Deuxième aspect progressiste, il faut des comportements fautifs et dommageables pour qu'une obligation de réparation naisse. Donc, on n'est pas tenu de réparer des effets de comportement qui sont non fautifs et non dommageables. Alors on pourrait croire devant cet article 1782, je le répète, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. On pourrait croire que cet article s'applique à ce que nous appelons crime, parce que au fond, qu'est-ce qu'un crime sinon une faute qui occasionne un dommage dans la plupart des cas en tout cas? Eh bien non. Les législateurs révolutionnaires se sont attachés à une distinction initialement religieuse, déconnectant complètement la faute pénale, c'est-à-dire la faute punissable, de la faute civile qui, elle, est réparable, en s'appuyant non pas sur la nature des comportements, mais sur la nature différente des sanctions. Donc, il n'y a pas de différence naturelle entre une faute civile et une faute pénale, mais il y a une différence construite religieusement puis juridiquement entre les sanctions que l'on a attribuées à ces fautes selon qu'elles sont considérées comme civiles ou pénales. Alors, cette distinction ne repose donc pas sur une nature différentielle des crimes et des dommages civils, mais bien sur le culte spécifique de l'intention méchante et donc de la sanction méchante qui lui est due. Une passion s'associe évidemment à cette autonomisation du droit pénal, c'est ce que j'appellerais la passion de l'égalité, mais une passion de l'égalité pénale en l'occurrence. Si le droit pénal révolutionnaire fait disparaître partiellement les supplices, la torture, la peine de mort, c'est en substituant le temps au corps. Ça n'est plus le corps qui est directement visé par la peine, mais c'est le temps. Le temps, en fait, répond beaucoup mieux à la passion égalitaire des modernes. Il s'agirait, ou c'est comme ça qu'ils voyaient les choses en tout cas, de la seule chose que nous pouvons perdre de façon égale, quel que soit notre rang social, et bien plus que l'argent en tout cas. Beccaria écrit par exemple, dans son Des délits et des peines, on ne peut admettre que la justice varie pour chaque homme en proportion de sa force et de sa sensibilité. Formule qui justifie aussi bien l'abandon des supplices que celui de la puissance financière. C'est donc une passion égalitaire qui s'est introduite, qui s'est encapsulée dans le droit pénal, et une autre passion a envahi la pensée pénale moderne, celle de la proportionnalité. L'article 1382 du Code civil dont je parlais tout à l'heure contient déjà cette idée de proportionnalité à juste titre. La réparation est proportionnelle au dommage. Mais la séparation du droit pénal contient le même principe, mais assorti d'un supplément. La réparation du crime
devenu offense publique et non seulement un dommage civil fautif, exige un supplément punitif proportionné. Donc la réparation civile n'est pas suffisante, sous prétexte que la faute pénale serait d'une autre nature, ce qui est faux, que la faute civile. Et cela nous conduit à des échelles de proportionnalité extensibles à souhait. Donc, la prison est en fait le résultat d'une légitimation, un, de la peine comme sanction différente de la réparation, et deux, d'un souci égalitaire. La prison est en quelque sorte la peine idéale, je le dis avec tous les guillemets qu'il faut, pour rendre la peine égale, quel que soit le statut et la condition sociale de la personne qui mériterait cette peine. Cette égalité est cependant matinée de proportionnalité, c'est-à-dire la prison sera pour un temps différencié selon la gravité du crime. Reste un troisième terme qui apparaît encore sur la dia devant vous, l'exceptionnalité. Des comportements ont été donc ségrégés, exclus de la faute civile pour les punir plutôt que pour les réparer. Ces comportements sont nommés crimes, délits et contraventions, afin de les punir d'une sanction spéciale, démocratiquement légitimée par son exceptionnalité, c'est-à-dire son attribution exclusive à une liste limitative de comportements. Donc, contrairement à l'article 1382 du Code civil que je ne vais pas vous reciter, qui évoque simplement tout fait quelconque de l'homme, le Code pénal est rempli de descriptions très spécifiques de chacun des comportements qui est sanctionnable par une peine. Autrement dit, les comportements pénalement sanctionnables sont des comportements exceptionnels, c'est-à-dire qui doivent être limitativement distingués et décrits. Bref, la prison était parfaite pour produire la combinaison entre retenue étatique, pas de peine de mort, pas de supplice, et, d'autre part, individualisme et égalité, dès lors que le contrevenant est devenu en quelque sorte l'ennemi de la société plutôt que simplement l'auteur d'une faute. Un consensus contemporain s'est donc créé autour de la fonction de protection de la société par le droit pénal et par la prison. Après avoir historiquement donc distingué le droit pénal d'un régime global des sanctions civiles, autrement dit du principe de réparation, il a fallu construire évidemment des justifications de l'infliction intentionnelle de la douleur. Et on l'a fait par le développement de ce qu'on appelle traditionnellement les théories de la peine. Ce ne sont pas des théories scientifiques, ce sont des théories juridiques qui servent à légitimer la sanction pénale, et en particulier, bien évidemment, la prison. Et donc tout un système d'idées a permis de justifier le droit pénal et de le stabiliser essentiellement au milieu du XIXe siècle, en tout cas en Europe occidentale. Et grosso modo, nous avons 4 théories de la peine sur lesquelles il n'est pas important de se pencher ici. C'est la dissuasion, la rétribution, la dénonciation et ce qu'on appelle la réhabilitation en milieu fermé. Alors ces théories sont toujours présentées comme distinctes et font l'objet de très très nombreux conflits entre les tenants de la dissuasion, les tenants de la rétribution, les tenants de la réhabilitation, par exemple. Et ces conflits se passent effectivement dans un milieu intellectuel, certes très intéressant, qui dénonce les méfaits d'une justification et qui promeut les méfaits d'une autre, etc. Ce que Alvaro Pires, sous le nom de rationalité pénale moderne, a pu mettre en évidence au cours des 25 dernières années de ses recherches, c'est que ces théories ont en fait plus de points communs que de différences. Et ces points communs
qui viennent en quelque sorte, j'allais dire, dissoudre leurs différences, eh bien, c'est ce qu'il appelle la rationalité pénale moderne. Donc la rationalité pénale moderne, c'est la théorisation des points communs des théories de la peine qui ont permis de légitimer sur un siècle et demi, plus ou moins, de légitimer l'infliction intentionnelle de la douleur telle qu'elle s'est historiquement construite à travers le processus donc de distinction entre réparation et peine. Alors ces théories, les 4 théories, forment en fait depuis le début de la modernité jusqu'à nos jours le système de pensée dominant du droit criminel moderne. Ceci dit, malgré quelques timides tentatives qui seraient favorables à des alternatives. Alors, je vais, à l'occasion de la dia prochaine, vous présenter les éléments essentiels de la rationalité pénale moderne, c'est-à-dire les points communs qui sont invisibles en quelque sorte aux différents protagonistes qui défendent ou qui critiquent la dissuasion, la rétribution, la dénonciation ou la réhabilitation en milieu fermé. La rationalité pénale moderne, telle qu'Alvaro Pires l'a conceptualisée, contient quelques éléments, quelques idées inséparables les uns des autres, et ceci dit, quelle que soit la théorie de la peine, dissuasion, rétribution, dénonciation ou réhabilitation au milieu fermé que l'on promeut. Alors, 4 idées, 4 éléments inséparables les uns des autres sont ainsi en quelque sorte contenus par la rationalité pénale moderne et forment en quelque sorte les points communs que ne se reconnaissent pas en quelque sorte les théoriciens pénaux. Premier élément essentiel, l'idée que seul un mal peut produire un bien. Dans les 4 théories de la peine, l'idée reste évidemment que la peine est un mal et que de façon impérative et exclusive, la peine, et la peine seule, peut produire le bien attendu, tel que la dissuasion, la dénonciation, la réhabilitation, par exemple. Deuxième élément essentiel, l'idée qu'il est absolument nécessaire pour la survie de la morale ou pour la survie de la société, de disposer d'une institution spécialisée qui est consacrée à cette tâche, c'est-à-dire le droit pénal, donc un système normatif, et le système pénal, c'est-à-dire une administration chargée de donner effectivité, puissance et efficacité peut-être à cet arsenal normatif qu'on appelle droit pénal. Il est absolument nécessaire de donner l'impression de causer publiquement un mal, une souffrance, pour causer un bien, même si ce même si ce bien est abstrait, un idéal de justice par exemple, ou concret, la réduction ou la contention de la criminalité par exemple. Je voudrais insister ici sur 2 dimensions de l'institution spécialisée. Qu'est-ce que c'est que cette institution spécialisée, le droit pénal et le système pénal? Eh bien, il y a 2 dimensions de l'institution qui me paraissent extrêmement importantes à valoriser. Tout d'abord, c'est que l'institution est légitimée et organisée par un dispositif légal, par des valeurs, par des symboles, qui lui donnent incontestablement un caractère intentionnel, renforcé par la froideur du fonctionnement institutionnel, la froideur procédurale, professionnelle, routinière du fonctionnement du système pénal. Deuxièmement, une institution, et là je fais référence à l'anthropologue Mary Douglas, est une chose qui nous permet de ne pas penser. Donc en fait, une institution produit un confort fondamental pour les citoyens, c'est de nous permettre de ne pas penser. Autrement dit, une institution, c'est une chose dont l'évidence légitime s'impose pour notre confort, mais contre la pensée, pour nous débarrasser de notre devoir de penser. Donc une institution,
c'est tout ce devant la constatation de quoi on va hausser les épaules, on va, comment dire, froncer les sourcils en disant, mais enfin, avec quoi tu viens, hein, en quelque sorte, c'est évident, c'est comme ça. Et le c'est comme ça veut dire ça ne peut pas être autrement, et il n'y a pas à y penser plus. Troisième élément fondamental de la rationalité pénale moderne, il est obligatoire de punir. Pour atteindre un objectif de dissuasion, de rétribution, de dénonciation, par exemple, il faut punir et on ne peut que punir. Mais nous avons confié à l'État le droit de punir, mais celui-ci, à mesure que les justifications se sont construites, ce droit, donc, s'est mué en devoir de punir. Et ça, c'est une mutation extrêmement essentielle. Nous avons confié à l'État moderne, à travers le contrat social, aussi fictif soit-il, le droit de punir. Mais grâce aux théories de la peine et à l'objectif que chaque théorie de la peine sous-tend, l'exercice du droit de punir est devenu l'exercice d'un devoir de punir. En effet, je ne prends qu'un exemple. Si l'on veut que la peine soit dissuasive, si l'on décide que la peine doit avoir cette fonction ou doit atteindre cet objectif, eh bien, il faut l'appliquer de façon absolument systématique, sans quoi ce défaut de systématicité, cet exercice d'un droit plutôt que d'un devoir par l'État, sera défaillant. En effet, la dissuasion exige effectivement une fermeté, une systématicité, sans quoi les criminels potentiels verront qu'ils auraient éventuellement des chances d'échapper à la peine si elle n'est pas appliquée de façon obligatoire et systématique. Dernière idée fondamentale, dernier point commun de toutes les théories de la peine, autrement dit, dernière grande idée de la rationalité pénale moderne, c'est une idée subséquente selon laquelle il est exclu de privilégier ou même d'envisager des sanctions non punitives, qu'on appellera par exemple réparatrices ou restauratrices. Les théories de la peine sont des justifications rationnelles d'un devoir de punir séparé du devoir de réparer. Donc, les sanctions non punitives sont exclues de ces théories de la peine. Je m'arrête un instant, c'est quand même une étrangeté, hein, cette séparation historique entre l'article 1382 du Code civil et le nombre quasiment infini de dispositions pénales qui définissent des infractions. Donc cet événement historique n'a fait qu'être légitimé par les théories de la peine qui transforment donc le droit de punir en un devoir de punir et un devoir qui ne peut s'exercer que par des sanctions punitives, autrement dit, excluant définitivement, même sur le plan cognitif ou rationnel, et pas seulement sur le plan légal, des sanctions qu'on pourrait qualifier de réparatrices ou de restauratrices, par exemple. Alors, la peine, telle que la théorie de la rationalité pénale moderne la présente, est donc un mal qui présente enfin, et je terminerai mon propos sur cette tétralogie, qui présente 4 caractéristiques. Et ces 4 caractéristiques de la peine sont présentes et communes à quelques théories que ce soit de la peine que j'ai déjà, dont j'ai répété le nom à plusieurs reprises. Première caractéristique, la peine est hostile. Pourquoi ? Parce qu'on représente le déviant comme un ennemi du groupe tout entier, et parce qu'on veut établir une sorte d'équivalence nécessaire, quasiment ontologique, entre la valeur du bien offensé par le crime et l'affliction, la douleur qu'on va produire chez le déviant. Donc, la rationalité pénale moderne se caractérise par l'instrument d'une sanction hostile. Deuxièmement, une sanction abstraite. Abstraite pourquoi ? Parce que le mal concret qui a été causé par la peine
est reconnu, certes, mais conçu comme devant causer un bien moral immatériel. Donc nous faisons mal aux infracteurs, mais c'est pour rétablir la justice par la souffrance, c'est pour renforcer la moralité des honnêtes gens, ou bien c'est éventuellement pour atteindre un bien pratique invisible et futur, comme dans le cas de la dissuasion. Donc, la douleur concrète est en quelque sorte effacée par la finalité noble mais abstraite, immatérielle en quelque sorte, qui est donnée à la peine. Troisième caractéristique de la peine telle que valorisée par les théories de la peine, c'est que la peine est négative. Les théories de la peine, effectivement, excluent toute autre sanction qui pourrait permettre de réaffirmer le droit par une action positive, le dédommagement, la réparation. Et ces théories stipulent que seul le mal concret et immédiat causé au déviant peut produire un bien-être pour le groupe et réaffirmer la valeur de la norme. C'est le principe que je vous avais présenté tout à l'heure de façon un peu intuitive sous le nom de exclusivité de la peine. Enfin, et ce n'est pas le dernier problème, c'est que la peine, sous le régime de la rationalité pénale moderne, est atomiste. Que veut dire ce caractère atomiste de la peine? C'est que la peine ne se préoccupe pas et n'a pas à se préoccuper des liens sociaux concrets entre les personnes, sauf éventuellement d'une façon tout à fait secondaire et accessoire. Le fait que le suspect condamné soit père de famille, euh, est un lien de nature professionnelle avec la société, et a fortiori si c'est du travail au noir, ces éléments-là sont censés ne jouer aucun rôle dans les théories, quelles qu'elles soient, sauf à titre tout à fait secondaire et accessoire. On peut tenter d'obtenir éventuellement des circonstances atténuantes ou obtenir des formes d'érosion de la peine qui sont liées en quelque sorte aux conditions sociales concrètes, aux liens sociaux concrets que les criminels vivent, mais en tout cas, ça n'est pas pris en compte par la rationalité pénale. C'est ce qui fait, par exemple, dire à Caroline Toureau, auteure d'une thèse sur l'expérience pénale élargie, que loin de la représentation théorique de l'individualité des peines, eh bien, ce sont des familles entières qui sont évidemment punies par la peine sous cette rationalité, en l'occurrence atomiste. Voilà, je vous propose d'en rester là, même si quelques dias suivent qui concernent en fait les débordements possibles ou les inflexions historiques possibles de la rationalité pénale moderne. Je ne vais pas développer le propos, mais sachez simplement que les dias qui suivent servent à montrer que ça n'est pas parce qu'il y a une rationalité pénale qui traverse, si je puis dire, les 3 derniers siècles et qui traverse les différentes théories de la peine, qu'il n'y a pas des nuances, qu'il n'y a pas des inflexions historiques, qu'il n'y a pas des innovations historiques, qu'il n'y a pas des régressions historiques possibles également dans l'examen que l'on peut faire du dispositif pénal et de sa rationalité. Mais ça, c'est une toute autre histoire qui pourrait faire l'objet encore d'une autre conférence. Je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention et je vous attends pour le rendez-vous prévu pour les questions et réponses sur base de cet exposé. Merci à vous.